Manuel, Romain, comment ça va? Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on parle de la peur du regard des autres. Tu remarqueras que personne n'a répondu à ta question. Non, c'est vrai, tout le monde s'en branle. C'est qui prouve que tu n'en avais rien à De foutre de toute la façon, réponse. je ne vous écoute jamais. Ça va, toi, j'ai même Léo? pas le casque actuellement. Ah, moi, ça va, merci Romain. Et toi, ça va? Ouais, super. Aujourd'hui, on parle de la peur du regard des autres. Dans cette pièce, je suis avec deux personnes qui n'ont pas tellement peur du regard des autres. Et parfois, ça me terrifie, moi, personnellement. Waouh. Oui, bah, c'est vrai. Non, toi, ça t'importe plus, Romain. Ah. Que Manuel s'en fout. Toi, ça t'importe, mais t'en as pas peur. Ah, ça va être intéressant, ça, de distinguer ça aussi. Le fait d'y faire attention, mais de pas en avoir peur. Ouais. Manuel, pas du tout. D'ailleurs, j'ai très vite su, toi, que t'avais pas du tout peur du regard des autres. Quand il est venu en slip, c'est ça, chez Alors, Makina? même pas. C'est que la première fois que j'ai vu ton bureau, tes anciens bureaux, ton bureau était entièrement vitré. Oui. Et moi, ça m'a terrifié. Je me suis dit, jamais de la vie, je peux travailler dans un endroit qui est entièrement vitré, qui donne sur un open space où tout le monde me regarde toute la journée. Alors, c'était un aquarium de luxe. Hein. Oui, ah oui, ça, c'est sûr que... bel aquarium. Mais c'était un choix. C'était un choix. Je pense que la configuration s'y prêtait parce que ces bureaux-là étaient effectivement sur un seul et même étage. Et que moi, j'ai rien à cacher, donc ni les rendez-vous que je fais, ni quoi que ce soit, en fait. Donc, ça me pose aucun problème. Est-ce que c'était pas finalement une métaphore de la façon dont tu traites le regard des autres dans ta vie? Oh, ta gueule. Mireille Dumas, bonsoir. Il est minuit 1, bienvenue. Le regard des autres, ça t'importe, Manuel? Le regard des autres... Alors, il faudrait que tu précises ta question. C'est trop vague. Sinon, vous repassez en deuxième semaine. Le regard des autres, est-ce que ça t'importe, Manuel? Écoute, c'est très clair. Ça dépend, il faudrait qualifier de qui sont les autres. Il y a quelques rares personnes, je dirais moins de 3. En fait, c'est plus leur avis que leur regard qui m'importe. Ouais. Alors que moi, ton regard m'importe énormément. Je sais, je vous laisse. Mais sinon, de façon générale, je n'attends pas l'approbation. Si c'est dans le sens général du terme, avoir l'approbation des autres pour faire quelque chose m'importe assez peu. Ce que je trouve en général pénible, c'est les trucs très consensuels où on dit, les gens te disent ce que tu espères entendre, etc. Tout ça, ça m'agace, en fait. J'ai pas peur de dire ce que je pense, et à la rigueur, si on me demande mon opinion mais qu'on n'a pas envie d'entendre la réponse, c'est aussi une façon de vacciner les gens sur le fait d'arrêter de me demander mon opinion, parce que je ne veux pas avoir à mentir. Et est-ce que quand tu passes du temps à chercher la bonne photo à mettre sur Instagram, etc., quelque part, tu fais pas preuve d'une certaine peur du regard des autres, ou au moins de son importance? Non, c'est que je veux juste être content de la photo. Okay. Je veux juste qu'elle me plaise. Ouais, mais tu pourrais la garder pour toi, t'es pas obligé de la publier à ce moment-là. Bien sûr, mais je suis content de la partager avec les gens qui me suivent sur Instagram. Et je n'ai aucun problème avec le fait que les gens donnent leur opinion dans les commentaires et disent ça me plaît pas, ou je sais pas. Enfin, du moment que ça reste. Tu vas le minimiser quand même. Tu vas éviter de mettre une photo de toi qui est pas. Comme tout le monde, je pense. Mais c'est pas, à mon avis, c'est pas ça le regard des autres. Le regard des autres, c'est plus... D'ailleurs, ça porte un nom. Ça s'appelle la blémophobie, la peur du regard des autres. Okay. Et ça a été étudié. Alors, ça a surtout été étudié médicalement. C'est surtout les gens qui ont peur qu'on voit leur corps. Mais du coup, ça s'étend aussi à la question de exposer ses idées aux autres, avoir peur d'être jugé quand on prend la parole en public, etc. Mais cette pathologie porte un nom. Et il y a des gens pour lesquels c'est plus développé que d'autres et donc plus problématique. Et il y a plein de gens qui en souffrent. Qu'on souffre beaucoup. Je pense que ça va pas souvent sur de la phobie, mais ça concerne énormément de gens. C'est très difficile de se détacher du regard des autres et de plus en avoir peur. Et je trouve que, avant de parler justement d'un point de vue personnel, c'est super intéressant d'avoir ton avis, Manuel, sur ce sujet-là, parce que Imakina, la société que tu as fondée il y a plus de 25 ans maintenant, son travail, c'est d'aider les marques à travailler et à maîtriser le regard
des autres puisque c'est leurs clients. Et je trouve ça marrant de t'entendre dire que t'as pas forcément peur du regard des autres, etc. Parce que peut-être que ça t'aide au final et que ça t'a aidé au début à mieux comprendre et à te mettre à la place, justement, par exemple, des marques d'un point de vue professionnel. C'est pas ça, mais je pense que la question du regard des autres, si tu attends l'approbation ou tu as peur d'être jugé, etc., toutes les conditions nécessaires à l'innovation ne sont plus réunies. Ouais. Puisque innover, c'est déranger. Innover, c'est challenger les statu quo, c'est chahuter la bien-pensance, c'est chatouiller l'ordre établi, etc. etc. Donc, à partir du moment où tu aimes l'innovation, c'est compliqué du coup d'avoir peur de déranger ou d'avoir peur du regard des autres. Tu sais que tu vas te tromper, tu sais que tu auras des fails et qu'il va falloir que tu te relèves, tu sais que la majorité des gens vont te dire que ce que tu racontes n'a aucun sens, que ça va jamais marcher, etc., etc. Je crois d'ailleurs que le métier d'Imakina, c'est pas de gérer, d'orienter le regard des autres, mais simplement d'aider les marques à affirmer leur identité. Oui, en fait, on les aide surtout à regarder à l'intérieur pour savoir ce qu'ils peuvent légitimement dire à l'extérieur. Tu fais des autopsies, en fait. C'est une introspection. Ça part de là. C'est-à-dire que si tu veux dire des choses en com externe, si tu veux faire vivre des expériences clients, si tu veux proposer un business omnicanal à tes clients, si tu veux les engager avec des histoires qui les touchent, les impactent, etc., etc., il faut que tu saches un peu qui tu es. Mais là, on a plié le sujet, en fait, professionnellement. Merci, au revoir. Parce qu'en fait, ce qu'on est en train d'expliquer aux gens, c'est que c'est pas une question d'avoir peur du regard des autres, c'est que c'est même pas le sujet. Ton propos, c'est même pas le regard des autres. Ton propos, c'est d'affirmer ton identité, ce qui toi t'intéresse, ce qui toi te parle. Oui, mais il y a des gens qui ont peur de ça. Il y a des gens qui se reprochent presque d'exister. Qui se disent mais pourquoi mon opinion elle aurait plus de valeur que celle d'un autre, etc. Ce que Romain n'a pas du tout comme problème. Sur Twitter, les gens non plus, ils n'aiment pas trop. Et donc ça c'était gratuit. C'était envoyé, mal perdu, mais pas de problème, j'encaisse et je vais délivrer. Elle est pas perdue. Visiblement, elle a bien été réceptionnée. Mais ça peut être une qualité. C'est-à-dire ne pas se laisser impressionner par une audience, ne pas avoir peur de dire ce que tu penses, etc. etc. C'est une qualité. Il faut la maîtriser. La puissance n'est rien sans maîtrise. Meilleur slogan de la Terre, c'était pour Pirelli, qu'on salue. C'était une campagne publicitaire qui était formidable. Mais pour finir sur cet aspect-là des choses, je pense qu'il faut déconstruire ce qu'il y a derrière tout ça. Quand on a peur du regard des autres, souvent, on a peur du regard qu'on porte sur soi-même. On a peur des vérités auquel on n'a pas envie de faire face. C'est d'ailleurs pour ça que, je ne vais pas citer un dicton qu'on disait déjà à l'école, avec la vérité qui blesse, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'en général, moi je vois dans les commentaires YouTube par exemple, il y a plein de commentaires, si moi c'est des trucs qui me parlent pas, où je me suis jamais fait la réflexion, ça va pas du tout me toucher. Par contre, si le mec il me fait une remarque, où je m'étais déjà dit moi personnellement, peut-être que là-dedans je suis pas très bon, ça va me fumer, ça va m'enfoncer. C'est terrible. Calmons-nous quand même. Léo, oui. T'es quelqu'un de super timide. À la base, plus trop. Si t'es en soirée, etc., t'es pas le premier mec à aller danser sur la table, etc. Tu vas attendre qu'on vienne vers toi. Entre timide et danser sur la table... Bon, je finis. Il y a plusieurs degrés possibles. Léo, t'es quand même de nature timide. Oui. Comment tu fais pour assumer, dans l'autre sens, aussi facilement ton image en tant que créateur et comme marque? À chaque fois que tu nous parles de sujets sur les take-out, t'es en train de nous dire, de toute façon, moi c'est mon avis, c'est comme ça, c'est le truc le meilleur que je fais, c'est à ma façon, c'est ma vision des choses et autres. Et de l'autre sens, moi je connais de l'autre côté, un Léo timide qui ose pas dire au serveur quand le plat il est pas assez chaud d'aller le remettre, machin, etc. Qui ose pas... Dans plein de situations classiques de la vie, t'es quand même quelqu'un de timide. Comment tu fais pour gérer ces deux choses qui sont assez paradoxales? C'est l'avantage d'être un génie. Et humble. Quand tu dis des choses exceptionnelles, t'as pas tellement peur de les dire. Mais il lui faut du temps pour les trouver. Donc, du coup, non, c'est juste il y a du délai. Mais c'est la raison pour laquelle je prends autant de temps dans mon travail, c'est que je veux être certain de ce que je raconte. Je veux être certain d'avoir fait le tour du sujet et de le connaître mieux que n'importe qui. Alors, c'est pas toujours le cas, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, je fais le maximum pour. Donc moi, mon but, quand j'écris une vidéo, j'écris pas tellement une vidéo, j'écris une conversation et j'imagine que les gens pourront me rétorquer, pourront me répondre.
Donc en fait, quand j'écris, je suis en combat avec tous les gens qui vont pouvoir venir commenter ma vidéo en me disant « Ah oui, et si je te dis ça, par exemple, qu'est-ce que tu as à dire ?» Et c'est comme ça que j'écris ma vidéo en permanence. Et puis moi, je pense pas que Léo soit timide. Sérieux ? Non. Je te dis pas qu'il va faire l'hélicoptère sur la table, comme tu disais. Oula, mais notre soirée là déjà. Je pense que Léo est précautionneux avec les autres, qui n'aime pas mettre les autres dans une position je déteste. Il n'aime pas le conflit. Le conflit, la gêne, je déteste. Mais je ne pense pas qu'il soit timide. Sauf sur Twitter. Il n'a pas peur de ses opinions, il va argumenter même si ça ne fait pas l'unanimité, il va garder son opinion même si elle ne fait pas plaisir à son interlocuteur, il va la lui servir de façon polie, structurée, argumentée. Pas comme moi, quoi. Mais je ne le crois pas timide. Mais pour donner une réponse sérieuse, je crois que c'est ça, c'est que j'aime trop C'est-à-dire que ma réponse n'est pas sérieuse ? Non, c'était la mienne tout à l'heure, quand j'ai dit que j'étais un génie. Non, toi, justement, j'allais rebondir sur ce que tu as dit. Je crois que j'aime trop le débat, en fait. J'aime trop la force de la pensée, la force de bien choisir ses mots, etc., la force de la métaphore, tout ça. Ce truc-là, c'est toute ma vie. Donc, ça va dépasser toute la timidité que je pouvais avoir. Et parfois, d'ailleurs, je peux m'embrouiller avec des gens, pas pour avoir raison, mais parce que j'aime trop le débat. Et j'aime trop m'enfoncer dans un sujet, même pendant des heures, tant que j'ai des arguments et que la personne en face en a, ça m'intéresse trop. Pas de savoir qui a raison, mais d'essayer d'établir une certaine forme de vérité commune, de s'entendre sur un truc, ou pas, ou d'avoir raison à la fin. Tu vois, mais j'aime trop la force du débat, en fait. Puis, pour recoller un peu au sujet... c'est pas moi le sujet ? Je pense qu'il y a un élément de déclic qui est très important à comprendre quand on a très peur du regard des autres, c'est que le corollaire de cette façon de penser-là, c'est aussi d'admettre qu'à partir du moment où on a peur du regard des autres, on leur donne l'arme de nous contrôler, puisqu'on va donc s'adapter à leur réaction possible avant même qu'ils l'aient exprimée. Et donc, du coup, au bout d'un moment, tu dois admettre que tu n'es plus maître de toi-même et que tu as donné la télécommande à quelqu'un d'autre. Toute ma vie, ça. Et donc, ça, je pense que c'est le premier déclic à avoir quand on a peur du regard des autres, et de se dire, est-ce que j'ai envie d'être contrôlé par les autres ? Ou est-ce que j'ai envie d'être moi-même et de pas avoir peur, de parfois déranger, mais c'est pas grave. Et c'est d'ailleurs un conseil qui revient souvent dans des techniques de drague, etc., ou simplement pour sortir de cette condition-là de blocage, de timidité. J'ai écrit des livres sous pseudonyme. Quand tu as envie d'aborder, par exemple, quelqu'un, prends pas 3 secondes. Fais-le en moins de 3 secondes. Parce qu'au bout de 3 secondes, tu vas commencer à te dire « Ah oui, mais si la personne elle me recale, ou si elle est pressée, si elle va à un rendez-vous, si elle a quelque chose à faire, tu vas te poser toutes les questions, tous les trucs que cette personne pourrait te répondre, avant même de simplement essayer. Donc vas-y en moins de 3 secondes. » C'est la 5-second rule de Mel Robbins qui dit que de toute façon, dans les 5 premières secondes, ton cerveau va tout faire et déployer une énergie folle pour te convaincre de ne prendre aucun risque. Ouais. Et cette règle s'applique beaucoup quand on a peur du regard des autres. C'est que si on ne se jette pas à l'eau d'un seul coup, on se trouve toutes les raisons valables de ne pas essayer, ne pas tenter, ne pas prendre de risques. Parce que notre cerveau n'est pas calibré pour le risque, il est calibré pour la survie. Exactement. C'est darwiniste comme méthode. C'est notre cerveau va systématiquement faire en sorte de ne pas nous mettre en danger, de préserver notre survie, de ne pas prendre de risques, ne pas prendre le risque d'avoir mal, que ce soit psychologiquement ou physiquement, etc., etc. On est des animaux qui sont encodés, préprogrammés pour survivre. Et à certains moments, c'est un problème. Est-ce que ça ne nous protège pas justement d'avoir à certains moments peur du regard des autres ? Est-ce que tout ce qu'on peut aborder là dans ce podcast vont, quoi qu'il en soit, aider 100% des situations, le fait de ne pas avoir peur du regard des autres, ou est-ce qu'à certains moments, justement, le fait de se mettre en retrait, d'essayer d'acquiescer plus facilement, etc. Le problème, c'est que c'est pas un système à 2 vitesses. Je pense que même si parfois dans ta vie, à certains moments clés, ça peut te protéger, ce sera jamais aussi dramatique que le fait de vivre toute ta vie en étant quelqu'un d'autre. Ouais. Parce que ça peut être hyper ponctuel de temps en temps. Peut-être qu'effectivement, ça t'empêche de te prendre un râteau ou ça t'empêche de dire une connerie. Mais quand tu es conditionné par la peur des autres, c'est pas juste de temps en temps, c'est pas de temps en temps à une soirée, dans un rendez-vous, c'est toute ta vie que t'es bloqué par cette peur-là. Donc je pense que ça peut jamais être aussi dramatique.
Et c'est juste qu'à un moment, il faut juste prendre conscience que on en revient souvent à ce sujet-là, mais que ton temps est limité. Est-ce que tu as envie de vivre la vie de quelqu'un d'autre ou est-ce que tu as envie de vivre ta vie à toi, en fait? Et si tu laisses les autres impacter tes décisions, tes attitudes, la façon dont tu te comportes, tes préférences, la façon dont tu t'habilles ou je sais pas quoi, en fait, tu vas juste vivre la vie de quelqu'un d'autre, la vie de la moyenne de la vie des autres. Et ça, c'est un problème. Sur ça, et juste pour mettre une nuance, hein, c'est un petit partage perso. Oh putain, j'ai peur. Je fais la différence de plus en plus entre le fait de réfléchir avant de parler ou de faire quelque chose et le fait d'oser le faire ou de ne pas avoir peur du regard des autres. C'est pas parce que tu n'as pas peur du regard des autres que tu es obligé de sortir toutes les conneries qui te passent dans ta tête et de te dire tiens, on verra bien si ça passe. De toute façon, moi, c'est bon. Non, mais il y a quand même une différence entre le fait de pas avoir peur du regard des autres et de réfléchir quand même une fois sur 3 à te dire tiens, ça je le dis, ça je le dis pas, ça je le dis pas, parce que tu t'adaptes aussi au contexte et avec les gens avec qui tu as envie de travailler. Je comprends ce que tu veux dire. Ça me fait penser au personnage typique, tant pis je vais me faire taper dessus, mais c'est pas grave, de la nunuche qui dit moi je dis tout ce que je pense, même si ça plaît pas, etc. Il y a zéro filtre entre ce qui sert de cerveau, mais qui doit être pas très loin d'une éponge, et la bouche, en fait. C'est une espèce de torrent, un vide ordure, en fait, et il y a tout qui circule. C'est super important. Mais c'est fou qu'on soit aussi différents, parce que c'est vrai que si je prends juste les 3 personnes qui sont dans cette pièce, Romain... 4 avec ton ego. 4 avec mon ego, si tu veux. On va parler du tien un jour, on fera un épisode là-dessus. Romain, toi, t'es beaucoup plus impulsif, et moi, je suis tout l'inverse. Je vous ai pas répondu, moi, vous m'avez pas posé encore la question. Mais parce que toi, on sait. Toi, on sait, on peut faire un exposé là-dessus. C'est vrai que moi, dans une conversation, je parle très très peu et je réfléchis à 10 fois avant de dire un truc et il faut que je puisse prendre un créneau parce que quelqu'un a fait un silence, mais sinon tu m'entendras jamais parler. J'ai peur de la fin de ta phrase. Sauf si j'ai une vanne et que, elle est beaucoup... Mais encore une fois, on est sur le verbal, etc. Là, je peux me dépasser. Romain dit à peu près tout ce qui lui passe par la tête. Non, je pense pas non plus. Quoi ? Avec vous ? Non, mais franchement, il y a une différence aussi avec les gens que tu vois tous les jours, etc. et en qui tu as une confiance et où tu te dis que de toute façon, il y a la moitié des trucs, effectivement, ils vont se foutre de ta gueule. La fin de ta phrase n'est pas vraie. Sérieux ? Tu fais assez peu la différence quand même. Nous, on a un traitement de faveur, on a le meilleur. Oui, ok. Nous, on a le menu Maxi Best of, Big Mac, tout ce que tu veux. Parce que ce qui est marrant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens que je rencontre qui me disent après... tu réponds vite aux questions, t'es pas très explicite quand on te pose des trucs, tu te donnes pas beaucoup de détails, etc. Donc les gens que je connais pas trop, en général, mais c'est vrai que par contre, il y a une énorme différence entre les... De toute façon, j'ai pas d'entre-deux, j'ai pas de potes. J'ai soit des gens que je vois tous les jours et que j'estime énormément et qui pour moi sont même plus importants que certains membres de ma famille. C'est nous. Faudra que tu les fasses rencontrer. C'est nous. Et d'autres. C'est moi et Manuel et moi. Et d'autres que je rencontre une fois par mois, une fois tous les 6 mois, donc j'ai pas de... Il y a un exemple très simple pour exprimer notre différence. On revient en 2014 à la Paris Games Week, quand on était tout petits youtubeurs. D'accord, tu peux pas prendre un exemple quand j'ai été éduqué. Là, j'étais pas éduqué. Mais non, je parle pas de ça. Toi, tu vas voir toutes les marques. Évidemment. Comme si t'étais le Tony Stark de YouTube. Et moi, je suis terrifié, je vais voir personne parce que je me dis, je suis un petit youtubeur, je veux pas aller voir PlayStation parce qu'ils me connaissent pas. C'est vrai, mais à ce moment-là, je me suis juste dit, de toute façon, quand tu partiras de la Paris Games Week, vaut mieux qu'on se souvienne de toi pour une raison plutôt que personne t'ait vu. Tu as été programmé dès la naissance pour n'avoir aucune peur du regard des autres. Ni aucune pudeur. Mais depuis petit, je fais des trucs qui plaisent à aucune personne de mon entourage. Je fais du modélisme, on me prend pour un con à faire du modèle réduit, je veux arrêter les cours à 16 ans, tout le monde me dit que je suis complètement con et qu'il faudrait au moins que je passe le bac et que j'y arriverai pas avec tout ça. Donc je me suis conditionné au fait de faire pour ma gueule, de voir les résultats et ensuite on verra bien si ça plaît aux gens autour de moi. Si tu pouvais arrêter de montrer ton cul à chaque fois qu'on fait une vanne d'ailleurs. J'adorerais. Ce serait trop drôle comme running gag. On en fait tellement dans la journée. Romain n'a pas peur du regard des autres. C'est vrai. Allez, Romain, raconte-nous, puisqu'il attend qu'on lui pose la question. Romain. Romain, je me demandais. Une question me traverse l'esprit depuis... Elle te taraude, je dirais même. Une question me taraude depuis bien 20 minutes, depuis le début de ce podcast. Allez. C'est quoi la question ? Même depuis une bonne semaine, tu m'en parles. En fait, depuis que je te rencontre, j'ai envie de te poser cette question et j'ose pas parce que moi j'ai peur du regard des autres.
C'est quoi la question, Manu? Est-ce que, Romain, tu as peur du regard des autres? Ah, Romain, est-ce que tu as peur du regard des autres? Oui, beaucoup. Ceci est faux. Quoi? Mais c'est pas possible. Je te jure. Réponse de la France? Non. Je te jure. Encore récemment, on a eu un exemple tout con qui est censé pas du tout me toucher, etc. Pendant 2 heures, j'étais en mode alors si je fais ça, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Mais quand même, mais je pourrais pas répondre ça, mais machin. Alors que c'est un truc qui me touche pas du tout, que c'est une personne que je peux peut-être ne pas voir pendant les 6 prochains mois, et ça me touche plus que certains trucs qui sont pour le coup plus dangereux et plus importants. Moi, je pense que tu n'as pas peur du regard des autres. Maintenant, je vais donner des notes. Puisqu'on m'a demandé mon avis sur Léo, je vais donner mon avis sur toi. Ah. Donc, je pense que tu n'as pas peur du regard des autres. Je pense que tu as peur de ce que les gens pensent de toi. Ce qui n'est pas pareil. Je vous laisse là-dessus. Vous avez 3 heures. C'est pas pareil? Est-ce que c'est pas souvent ça, quand même? Ouais. Non, parce que Romain, il n'a pas le sens du ridicule. Il va oser, il s'en fout. Il s'en fout. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Et il s'en fout. Très bon. Elle était discrète, elle est passée comme ça. Mais c'est très vrai. Vous réécouterez. Et donc, il n'a pas du tout ça. Si tu veux. Ça ne va pas le figer, l'empêcher d'agir ou je ne sais pas quoi. Il va faire ce pourquoi il est là, poursuivre son objectif, etc. C'est pas très grave. Par contre, si quelqu'un se forge une opinion sur toi, plus à moyen ou à long terme, ça va te déranger. Parce que tu as l'impression d'être jugé. Mais que quand je le sais. Ça va te piquer. Parce que je sais que je dis des choses, je sais que je dis forcément beaucoup trop de choses tous les jours, qui doivent bloquer des gens, qui ne doivent pas aimer la façon dont je m'exprime, etc. Et je le sais, au moment où je dis certaines choses à certaines personnes, je sais très bien que ces personnes-là vont raccrocher en se disant c'est un putain de connard, je le déteste, ou alors oh qu'est-ce que j'adore sa vision, j'ai envie de bosser avec lui. Mais il y a entre deux, j'ai pas trop de trucs entre deux. À ton avis, pourquoi je garde mes AirPods quand on est en réunion et que je me mets en mode isolation? C'est pour ne pas écouter ce que tu dis tout le temps. C'est pas que je suis en ligne, je fais croire. Donc je le sais, mais je sais pas différencier. C'est assez bizarre pour différencier ces deux sentiments, Manuel. Parce que tu aimes bien être apprécié. Ah ça, je suis pas d'accord du tout. C'est faux. Par des gens que j'estime, oui. Non, c'est la différence entre toi et l'opinion que tu te fais de toi. Par les gens que j'estime, oui, mais je suis pas d'accord sur des gens que je connais pas. Mais t'es fou, quoi? Sérieux? Non mais les gars, c'est incroyable. Mais c'est incroyable de faire ce métier et de pas se rendre compte de ça. On a un métier dans lequel on délivre une image de nous uniquement à des gens qu'on ne connaît pas. Ouais. Et toi, t'es en train de me dire que si c'est à des gens que tu connais pas, ça ne t'intéresse pas. Bah parce que si on a réussi sur YouTube, c'est bien pour la première raison qui est on n'a surtout pas écouté les commentaires qui étaient sous nos vidéos. En tout cas, les 95%, on en a écouté certains qui étaient très constructifs. D'accord. Mais quand tu vas poster de belles photos où t'es beau gosse, quand tu vas faire des vidéos où tu montres que t'as acheté ça et que t'as acheté et que tu vas montrer ta nouvelle montre que t'as acheté et puis une Tesla et tout, tu le fais pour qui? Pour flatter mon ego. Oui. Par quel biais? Oui, par le biais de montrer aux autres. Ok. Des gens que tu ne connais pas? Oui. Que tu es ce type de personne-là? Oui. Conclusion? C'est QFD. Évidemment que ça t'intéresse. Mais moi aussi, ça m'intéresse. Mais c'est ce que disait Léo au tout début du podcast, c'est que évidemment qu'on préfère prendre des likes que des torrents de merde sur la gueule. Tout le monde, globalement, préfère ça. Mais si on essaye de recoller au sujet, je pense que la peur tétanique d'être jugé avant même d'avoir prononcé un mot, ça se voit dans le non-verbal, dans les postures physiques, les gens qui sont dans un coin, recroquevillés sur eux-mêmes, qui n'oseront jamais... Tu vois, c'est la question terrible à la fin des prêses. Alors, vous avez des questions? Il y a déjà une catégorie de personnes, tu sais que tu as au moins 15 à 20% dans l'audience, qui ne posera jamais de questions. Parce qu'ils ont trop peur que leurs questions soient jugées par les autres. J'étais le premier à lever la main, moi. Bah, tu vois. Ouais. Et en général, c'était une question hors sujet. Oui, ou ça m'a permis de monter sur scène avec Gad Elmaleh, par exemple, à l'arrache. Voilà. Bah ça, par exemple, je l'aurais jamais fait. On parle de l'humoriste qui copie les sketchs? Ouais, bah à l'époque, non. Hein. Bah si. Ouais. Si. Ah oui? Il l'a toujours fait. Ah, bah, je sais pas, j'ai pas regardé ça en détail, mais ok. C'est son idole. Non, mais c'était une personne... Oui, non, c'était un humoriste que j'appréciais beaucoup étant gamin, ouais. J'apprécie plus ce que j'ai appris de la personne que son travail.
Mais c'est un autre sujet. Ah, oui. Restons sur le sujet. C'est quoi les méthodes pour essayer de se détacher du regard des autres? Les marabouts. Lire le livre L'art subtil de s'en foutre. Ouais, ça c'est très très bon. Ah ouais, il est bien. C'est le meilleur, je pense. Je pense que c'est certainement le meilleur sur la question. Et aussi réaliser un truc extrêmement simple, c'est que l'impact de la vie des autres est quasiment nul sur toi. Et c'est factuel. C'est juste que quelqu'un peut avoir un avis terrible sur toi, ne pas aimer ton travail, te critiquer pour des raisons justes ou injustes. De toute façon, à la fin de la journée, son avis n'a quasiment aucun impact sur toi. Moi, c'est fou parce que ce truc, je suis à la fois d'accord et en même temps, je sais que ça m'aidera jamais. De quoi donc? Parce que ce que tu viens de dire. Parce que... C'est sympa. Non, mais moi, personnellement, à titre personnel, je sais que ça m'aidera jamais. Parce que ce dont j'ai peur, c'est pas que ça ait un impact sur ma vie ou quoi. Un mec te troll. Ouais. C'est argumenté. Il y a une logique, etc. Voir ça te touche. L'impact réel sur toi n'est pas grave. Oui, mais ça va pas annuler le fait que je vais mal me sentir sur le moment. Pour moi, le pire contexte, c'est au sein des équipes physiques, si tu es dans une entreprise, etc., et que tu dois travailler avec des gens sur un projet et tu sais d'avance que tu es un peu introverti, que tu as plein de bonnes idées, tu as envie de les lâcher, mais tu n'oses pas le dire parce que tu as 2 connards dans le groupe qui vont aller essayer de cracher sur ton dos, etc. Enfin, c'est plus dans ces situations-là de boulot où c'est compliqué. Parfois, tu perds des super idées d'équipe juste parce qu'elles n'osent pas les dire, quoi. Alors, je pense que dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas et un impact positif. Encore faut-il bien le dire. Ouais. Mais ça a un impact positif de montrer, c'est le boulot d'un manager, de montrer qu'il y a une zone de sécurité dans laquelle on peut tout dire, y compris des choses désagréables. Pourquoi ? Parce qu'on va juger le travail, pas la personne. Et ça, c'est très important dans un contexte de travail de comprendre cela. Pourquoi on ne doit pas avoir peur du regard des autres ? Parce qu'on a établi une zone de sécurité dans laquelle on sait qu'on ne juge pas les personnes, mais on juge leur travail. Et ce sont 2 choses bien différentes. Tu peux t'être trompé. Tu peux avoir fourni un travail qui ne convient pas, voire qui est de mauvaise qualité. Mais c'est pas toi en tant qu'individu qu'on va juger. Ouais. C'est ton travail. Ça, c'est important de se détacher. Et ça, c'est très important. Et la responsabilité repose sur les managers. Les managers doivent faire comprendre aux opérationnels que quand on leur fait une remarque, c'est pas la personne qu'on vise, c'est leur travail qu'on vise. Moi, ça, c'est impossible pour moi à réussir à appliquer. Hein. C'est pas possible. Aussi, nous, on a des profils particuliers parce qu'on a tout fondé sur notre personne, en fait. C'est-à-dire qu'on a toujours été une image, quelqu'un qu'on juge. Quand tu fais un travail sur YouTube, les gens jugent pas tellement ton travail. Ils jugent directement ta personne. Dans un métier un peu plus traditionnel, je pense que c'est moins le cas quand même. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ça marche pas sur moi. Ça marche pas sur moi, ce que tu disais, parce que je sais pertinemment que c'est pas le problème. Si on est dans la rue et que tu me dis, tiens, cette fille va lui parler, j'ai jamais fait ça, je vais être terrifié. Mais pas pour ce que ça va dire de moi. Pas parce que ça va avoir un impact sur ma vie. Je sais pertinemment que ça n'aura aucun impact. Ce qui me terrifie, c'est simplement le moment. Et moi, ce qui m'a aidé, plus que de me dire ça va pas impacter ma vie, etc., c'est de savoir, de connaître la nature de la critique ou de la confrontation, ou du regard des autres. Si quelqu'un met dans les commentaires « Ah, t'as pris du poids », bon, a priori, je suis pas mannequin, ça n'interfère pas dans mon plan de vie. Donc à ce moment-là, ça va pas me toucher. Si quelqu'un me défie un petit peu plus sur le plan intellectuel, etc., je vais me poser la question, est-ce que ce qu'il dit est vrai ? Est-ce que ça peut avoir une quelconque vérité ? Et là, je vais remettre toute ma réflexion en question, et puis à la fin, je vais arriver à la conclusion que, en fait, il est complètement hors sujet, je suis pas d'accord avec lui, donc ça ne m'impacte pas. Moi, c'est plus ce conseil-là qui m'aide. C'est de savoir, est-ce que ça interfère avec mon plan de vie, avec mon identité, avec qui je pense être ? C'est génial de voir les différences, juste là, entre nous 3, parce qu'il y a quand même des exemples tarés avec Manuel. Enfin, Manuel, excuse-moi, mais pour les moldus de ce monde, tu es quelqu'un de taré. Toi, ton petit bonbon Haribo dans la journée, et moi, c'est le fight. C'est le fait de te dire, tiens, j'ai une personne complètement con en face de moi, je vais lui prouver par le moins de mots possible qu'elle se plante. Pas que j'ai raison, qu'elle se plante. Je trouve que tu as une façon de manier les mots, et même
dans la vie de tous les jours, mais c'est des trucs où, avec Léo, parfois on vit des malaises, mais des malaises fous. On sait par exemple, avec Manuel, que peu importe le restaurant dans lequel on va, Manuel aura décidé d'être à une table. Que ça soit une table pour 6, pour 4 ou pour 2, c'est pas la question. Il aura décidé d'être à cette table. Il va pas le dire méchamment, il va jamais agresser la personne, il va jamais être hautain. Ça, je suis admiratif, Manuel, de la façon dont tu arrives à t'exprimer pour à la fois avoir ce que tu veux sans paraître ni péteux ni hautain. Parce que pour le coup, moi, quand j'essaie d'avoir ce que je veux, j'y arrive, mais je suis soit hautain, soit péteux. J'ai pas d'entre-deux. Donc on arrive dans un resto avec, par exemple, Manuel, bah, t'es sûr que la personne qui nous accueille va nous dire « Oh, on vous met là-bas ?» Non. Mais il va pas lui répondre plus que ça. La personne va leur dire « Ah d'accord, on va se mettre là. » Exactement, c'est fou. Mais de réussir à faire ça dans un moment aussi décontracté que juste le fait d'aller passer un bon moment au restaurant, t'as un lâcher-prise et un acquis de conscience complètement fou dans ces moments. Parce que je pense qu'il sait que ça va pas changer grand-chose. Tu disais des tables pour 6, c'est pas vrai. On prend pas des tables pour 6 à 3, on prend des tables pour 4. Mais c'est juste qu'en général, la localisation au sein du restaurant ne lui plaît pas parce qu'il aime être dans un coin un peu plus tranquille. Dans un coin, c'est très, très important pour Manuel. Donc je pense qu'il se dit, bah, ça lui change pas grand-chose. Mais en l'occurrence, la solution qu'elle me propose ne me plaît pas. Donc je vais lui dire non pour qu'elle m'en propose une autre. C'est surtout qu'elle me demande mon avis. C'est vrai. Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait Manuel fait pas la différence entre une question posée juste par courtoisie, mais où tu sais, comme les gens quand ils demandent salut, ça va ? Par exemple, Manuel, dans tous ses emails, il ne va jamais répondre à bonjour Manuel, j'espère que tu vas bien, vous pouvez aller vous le foutre au cul, j'espère que tu vas bien, sauf si c'est une personne très proche de Manuel. Qu'est-ce que Manuel en a à foutre de te répondre ? Ah bah ça va bien, mais j'ai passé une mauvaise nuit parce que j'ai lu 3 pages, machin. Pour Manuel, tout est trop réel pour être pris uniquement par sympathie. C'est pas hypocrite en fait. Ouais, mais bon, t'es quand même dans une société où... on est dans une société de lèche-cul, quoi. Excuse-moi le truc. Oui, mais c'est vrai que dans ce cas-là, c'est la personne qui pose la question qui fait une erreur. Donc elle peut être surprise, mais si tu poses la question, c'est que tu imagines que la personne puisse te dire non. Ah ben moi, je pense qu'à partir du moment où tu poses la question, il faut que tu sois capable d'entendre la réponse. Ouais. Sinon, ne pose pas la question. Mais il y a beaucoup trop de cons pour fonctionner comme ça sur cette planète, excusez-moi, mais il y a beaucoup trop de gens trop cons, trop simplés pour arriver et dire... Encore un exemple, ce soir après le podcast, je vais à une soirée. Les personnes vont me dire ça va, ta semaine s'est bien passée, qu'est-ce que t'en as à foutre, putain, ferme ta gueule, tu sais que t'es là de toute façon pour que je fasse tes contenus, etc. Après il y a des dis-moi bonjour. Mais voilà, mais j'arrive pas, moi ça par exemple j'aime pas ça, me met mal à l'aise. On devrait arrêter les podcasts parce que là il va arriver à sa soirée, il va dire ah bah ferme ta gueule connasse, qu'est-ce que t'en as à foutre, que t'ailles bien, bah, tu vas me mettre dans le coin là vite fait là. Non mais tu vois, c'est là où moi j'ai ce gros changement de caractère, c'est que effectivement, quand la personne je la connais pas et qu'en plus je sais que je suis là uniquement parce que c'est transactionnel, excuse-moi, mais c'est du pur business, je sais que je pars, elle en a rien à foutre après de ma gueule, elle va aller prendre le prochain sur la liste, bah j'ai pas du tout envie de prendre mon temps et ma salive pour ça, quoi. Pas du tout. C'est ce qui fait qu'à la même soirée, suivant les personnes, je vais pouvoir à une personne raconter un peu plus de détails et avoir de la considération, et à l'autre lui dire oui. Pour moi, ça c'est très différent. Parce que ta salive n'est pas une denrée limitée, donc tu peux très bien respecter les règles de courtoisie et dire ah oui ça va très bien merci etc. Ça c'est purement de la courtoisie. En revanche, quand la serveuse demande à Manuel est-ce que on peut vous mettre là, il y a un réel intérêt à ce qu'ils disent non parce que effectivement l'endroit lui plaît pas, mais il dit pas non pour dire non, il dit pas non pour faire chier. C'est juste parce que la table ne le satisfait pas. Il m'arrive de dire oui. Me faites pas passer pour non ça c'est pas vrai. Bah, ça dépend si je vais dans un endroit habituel où ils me connaissent et ils connaissent mes goûts. En général, ils se trompent pas. Ouais. Donc c'est quand même situationnel. Et ces habitudes, elles viennent depuis l'enfance ? Ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Ces habitudes, elles viennent depuis l'enfance ? Manuel n'a jamais été enfant, je peux pas imaginer ça. C'est faux, il est né comme ça pour moi. Manuel est né en costard-cravate. Léo, t'as confirmé que toi, depuis que t'es petit, etc., t'aimais pas le conflit, moi, etc. Depuis que je suis tout petit, je me suis inscrit au judo, j'ai fait 1 jour. Manuel, toi, est-ce que depuis tout petit, tu dis tout haut ce que les autres pourraient penser tout bas ? Oui. Ah. Mais j'ai pas été inscrit au judo. Ok. Bah, moi non plus, j'ai pas été inscrit au judo, mais... Venez, on en fait un peu après, là. Donc, en fait, c'est ce qui fait que ce sujet est super compliqué à changer pour les gens. Ça m'a posé beaucoup de problèmes. Ah, c'est voilà. Naturel. En fait, ouais, mais ça se travaille. Est-ce qu'on peut le travailler ? Je pense que on m'a encouragé à dire systématiquement ce que je pensais à partir du moment où j'étais capable de le soutenir par un raisonnement.
C'est-à-dire à partir du moment où ça n'était pas gratuit. Ouais. Ça, c'est intéressant. Par exemple, Manuel, tu vas bien? Bah non, connasse, qu'est-ce que t'en as à foutre? C'est un fou furieux. Mais je crois que c'est ce qui fait, par contre, que j'ai le parfait rôle chez Imakina Influx pour les collaborations, les marques, etc. C'est vrai. Je vais droit au but. Je vais pas te faire 4 meetings de déjeuner de 3 heures pour t'offrir des fleurs et à la fin qu'on fasse rien du tout qui t'aide. Tu fais quand même un minimum de relationnel. Tu dis bonjour aux gens. Oui. Ils arrivent pas et tu leur dis alors voilà, tiens, une autre facture. Jusqu'à l'heure. Avec. Ils ne pas me casser les couilles parce que moi j'ai d'autres choses à faire. Jusqu'à ce que je prenne conscience de la valorisation qu'ils ont pour ce qu'ils demandent. Voilà. Ouais. Non mais Romain, il cherche l'efficacité, mais avec un relationnel quand même soigné. Maîtrisé, ouais. Pourtant, c'est pas des retours que tu as eu très récemment, toi, Léo, de certains clients qui Netflix. Si, parce que ça rentrait pleinement dans l'efficacité. C'est juste que je sais que Imakina Influx a une méthode de travail où effectivement on recherche l'efficacité et on va pas faire du relationnel pour faire du relationnel. Donc parfois ça choque un peu les gens. Mais c'est aussi parce que le milieu du marketing, de l'influence, etc., c'est beaucoup de copinage, de trucs à la con. Mais au final, ils bossent plus. Où on finit par... Enfin, tu vois, les frontières du perso et du pro sont mélangées. Bah d'ailleurs, ils bossent pas, ils reçoivent des cadeaux toute la journée. Ils sont invités le matin et le midi et le soir à des déjeuners de merde. Ils sont jamais payés et les mecs, ils ont du mal à payer leur loyer parce qu'on leur offre des trucs toute la journée. Les mêmes personnes qui s'offusquent du fait que tu ne leur demandes pas comment ils vont n'ont absolument rien à foutre de la réponse que tu peux leur donner. Ouais. Donc, à un moment, voilà, c'est juste que nous, on sait pourquoi on est là. Les marques ont un objectif. Romain, s'il te plaît, est-ce qu'un jour, quand un client t'envoie un mail ou t'appelle en te disant comment tu vas, j'ai peur, tu peux étaler ta réponse en disant écoute, pas trop, parce que en fait, avec ma copine, bon, ça faisait quelques mois qu'on savait, mais c'est vrai que là, on s'est séparés, donc et tu tiens 10 minutes. Alors, le pire, c'est qu'à ce jeu-là, je peux tenir très longtemps. Bah, je sais. Parce que c'est les premiers entraînements que j'ai fait, il y a pas de problème. C'est possible. Très bien. Je pourrais le faire sur l'un des mails de ta boîte? Non. Si, pour l'un de tes clients, Léo. Non, parce que mes clients, par définition, ils me donnent de l'argent, donc tu vas pas faire ça. Donc, on peut apprendre. Donc, on conclut que c'est déjà un aspect très naturel, ça vient à la naissance en fait. T'es en fonction de ton éducation, etc. Tu le développes très très tôt, ce caractère-là, mais tu peux le corriger. Moi, je crois qu'on apprend en renforçant son identité. Et c'est pour ça que plus tu vieillis, plus t'as d'années. C'est pour ça que Manuel est très 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 confiant. Plus tu vieillis, plus tu te connais, plus tu sais qui tu es, plus tu sais qui tu n'es pas. Et donc la peur de sortir de ce truc-là et d'avoir le regard des autres sur toi qui te critiquent, etc., elle disparaît peu à peu parce que toi, tu t'es à l'aise avec toi-même. Et puis je pense qu'il y a un truc qui est intéressant, c'est aussi de se dire que le jugement des autres, ça n'engage que eux. Ouais, c'est vrai. Ça n'est pas unanime. C'est pas parce qu'une personne te dit un truc que c'est la vie de tout le monde. Ah, mais sur la journée, c'est la sensation que t'as. Et on a tous tendance à globaliser. Ouais. Ce que disait Léo tout à l'heure en disant un commentaire qui va le toucher, ça va le travailler, etc., etc. Ou toi sur ton exemple tout à l'heure. Et donc, c'est un avis sur 7 milliards d'individus. Bon, est-ce qu'il y a de quoi se relever la nuit? Je ne crois pas, en fait. Et c'est sûr que ça dépend vachement de la personne, parce que si quelqu'un arrive avec un Sarwell et qui critique ta tenue... Avec des playlists de Zaz dans son Apple Music... Tu le prends pas de la même manière, des petites crocs, là. Et elle dit, elles sont moches tes sneakers. Et ça, c'est très bien que tu en parles. Parce que, des crocs? Non. Ouais, c'est sympa, ça revient à la mode dernièrement. On se fait pas des pieds avec. Je pense qu'il y a un truc qui n'est absolument pas populaire, mais qu'il faut quand même dire, c'est que tous les avis ne se valent pas. Oh, tellement. Et tant pis, je suis désolé, mais... C'est chaud de dire ça quand même. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Si tous les avis ne se valent pas. Moi, j'adore cette phrase que je dois à mes associés d'ailleurs, qui est tout dépend d'où tu parles. Qui tu es, qu'est-ce que tu as fait dans la vie, qu'est-ce que tu as déjà accompli, qu'est-ce que tu as déjà échoué, en quoi tu as échoué dans ta vie, qu'est-ce que tu as déjà raté, quelles sont tes cicatrices. Voilà, tout ça,
donne de la crédibilité à ton avis. Et c'est pas pour rien que beaucoup de sages, je veux pas dire des moines bouddhistes ou autres, mais beaucoup de sages, de gens qui atteignent une forme de sagesse, s'expriment de moins en moins ou avec le moins de mots possible, parce qu'ils savent que finalement, il n'y a pas besoin de grand-chose. Mais c'est pas pour autant, comme tu l'as dit dans plusieurs podcasts, que tu valorises pas les idées des plus jeunes ou des moins avertis sur certains sujets. Tu les écoutes. Ça n'a rien à voir, je pense. Ah, ok. Ça n'a absolument rien à voir. Moi, je regarde le reste du monde sans considération de leur âge. C'est où tu dis des choses intelligentes, où tu dis des choses complètement connes. Mais que tu aies 80 ans ou 20 ans ou 12 ans, c'est pas le propos. Et je pense que ça vient de mon éducation parce que tout petit, on me disait c'est pas parce que tu es un enfant que tu dois t'exprimer comme un enfant. C'est dur, ça. Et d'ailleurs, ça explique certainement pourquoi je m'adresse aux enfants de cette façon-là. Moi, je parle pas aux enfants comme à des enfants. Je parle à des enfants comme si c'était des adultes, en fait. Et s'ils ne comprennent pas, j'attends d'eux qu'ils me disent « je ne comprends pas, explique-moi ». Et là, je vais m'arrêter, évidemment que je vais expliquer, etc. C'est quoi un meeting, mais, un PPP je considère pas qu'il faille infantiliser qui que ce soit. D'accord, mais quel est ton business model? Bah là, j'ai fait le coloriage. Vous pouvez me laisser tranquille, monsieur, s'il vous plaît? Oh putain, j'ai l'image en tête. C'est quoi un PO? Ah purée. Mais c'est super important parce que c'est ce qui permet justement de faire prendre conscience à l'enfant qui peut, en fonction de ce qu'il dit et ce sur quoi il aura réfléchi avant de parler, que ça a de la valeur comme un adulte qui est à table du moment où il a réfléchi. Considérer. Ce que tu dis, ça demande beaucoup d'intelligence parce que ça demande une intelligence de contexte, une intelligence situationnelle. C'est-à-dire que si t'es pas capable de tout de suite process ce que quelqu'un vient de te dire, eh ben tu vas pas pouvoir mettre ce plan en place. C'est impossible. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Non, je pense que ça suffit. On peut couper là, stop. Allez, merci à tous. Moi, j'allais dire, ce que tu disais tout à l'heure était très vrai. Quand tu dis que tous les avis ne se valent pas, je crois qu'il y a 50% de mes commentaires YouTube qui valent rien à mes yeux. Mais il y a 50% des commentaires qui n'ont aucun intérêt. Mais pas parce le que SEO quand même. Pas parce que non, mais bien sûr, la monétisation, tout ça. Pas parce que ces commentaires sont pas intéressants, pas parce qu'ils n'ont pas de valeur, mais à mes yeux, ils n'en ont pas. Parce que je considère que c'est hors sujet, ou parce que je considère que j'ai déjà traité cette question, ou alors parce que je considère qu'elle n'a aucun intérêt, ou alors parce que je considère qu'elle est complètement conne. Mais ça n'a à voir que par ma considération, en fait. Tu veux. Peut-être que quelqu'un d'autre va le trouver hyper intéressant. Mais moi, ce commentaire, je me dis, il n'a aucun intérêt, je le zappe. Mais pour réussir à faire ça, Léo, il faut que tu arrives justement à réaliser ta valeur. Ouais. Et je pense que c'est ce qui prend du temps, c'est de réaliser qu'on a une valeur avec ou sans les autres. Et à partir de ce moment-là, quand tu travailles le matin en te disant, ce que j'ai appris, ce que je sais appliquer et ce que je peux produire pour les autres, voilà ma valeur. Donc, que X ou Y disent ça de moi, ça changera pas ma valeur. Mais c'est ce qui fait que c'est plus compliqué quand tu sais que ta valeur tient un peu de tes équipes, des autres, etc. Que tu dois t'insérer dans un vrai schéma de travail groupé parce que tu as un peu moins confiance en toi puisque tu sais que ce que tu délivres, il n'y a pas que toi qui est là-dedans, il y a un esprit d'équipe. Il faut renforcer ton identité. Quand quelqu'un vient me dire en commentaire sous une vidéo « Ah là là, t'as pas parlé de ça, machin », si moi j'ai volontairement fait le choix de ne pas parler de ça parce que je trouvais que ça n'avait aucun intérêt, je le lis, c'est très bien qu'il l'ait écrit, je le remercie pour sa participation, mais sincèrement, mais par contre, je n'y trouve aucun intérêt. Mais tu peux pas faire ça avec des emails quand tu travailles avec une équipe, tu peux pas faire ça en réunion quand une personne te dit de modifier ça et tu fais j'écoute pas ce que tu me dis parce non, que... c'est pas que t'écoutes pas, mais tu veux lui dire non, ça c'est pas intéressant. Ça, on s'en fout. Oui, mais t'imagines la force qu'il faut avoir pour être dans une réunion avec 10 personnes avec toi et quand on te demande de faire ça, tu dis non, ça non, ouais, ça c'est pas intéressant, ça fait pas partie de mes objectifs ce mois-ci. C'est du management. C'est très compliqué. C'est, je pense, ce sur quoi les gens ont beaucoup de mal. C'est assumer leur choix. Dans ce cas-là, ils n'ont pas la qualité d'un manager. En fait, je pense que pour se détacher de la vie des autres, il faut aussi comprendre que la question de la popularité n'est pas le sujet. Et d'ailleurs, pour atteindre un certain nombre d'objectifs, pour obtenir un certain nombre de résultats, il faut, dans la majorité des cas, faire des choix impopulaires. Les patrons sont jamais populaires.
C'est sûr. Bon, certains à juste titre, d'autres moins. Mais la question n'est pas la question de la popularité. La question, c'est plutôt est-ce que ça fait sens ? Est-ce que ça poursuit l'objectif ? Est-ce que ça permet d'atteindre le résultat plus vite ? Voilà. Est-ce que on va t'offrir des fleurs le matin parce que tu as pris cette décision que tout le monde attendait et qui fait plaisir à tout le monde ? D'ailleurs, en règle générale, une décision qui fait plaisir à tout le monde, c'est pas une bonne décision. Ouais. C'est plutôt le caractère d'une décision qui n'est pas la bonne. Par exemple, là, tu pourrais mettre un baby-foot dans l'open space. Eh bien, non. Ça ferait plaisir à tout le monde, Manuel. Je suis pas sûr. Tu serais vu comme une star. Eh bien... Par mois, en tout cas. Alors, je suis désolé, ouais. Mais non. Ok. C'est marrant parce que notre conclusion actuelle, c'est la conclusion de ma dernière vidéo. Vas-y. Qui dit que c'est pas... Je parlais du studio display, il faut aller la voir parce que là, vous n'avez pas le contexte et le contexte est important. Ce que je dis, c'est que le sujet, justement, c'est pas la popularité. Le sujet, c'est mettre tout en œuvre pour établir ton plan. C'est-à-dire connaître ton identité et aller au bout de ton identité. Peu importe ce que les autres vont en penser, etc. Ce qui compte, c'est d'établir ton identité et de l'imposer au monde. Et puis, c'est ce qui te permet aussi de ne pas avoir de regrets. Ouais. Parce que à force de faire des compromissions avec la vie des autres, avec est-ce que je vais être populaire, est-ce que je vais être encouragé, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, etc., etc., tu finis par dévoyer ton plan, tu finis par faire des compromis, et au final, tes résultats, tu ne sais jamais si c'est les tiens ou si c'est la synthèse moyenne de celle de la vie des autres. Et c'est très dangereux de courir après la popularité, parce que il y a forcément un jour dans ta vie où tu vas devenir impopulaire, et si ça a toujours été ton objectif, tout s'effondre. C'est mon jour préféré. Merci les gars. La bise. Bye bye.